général Soleimani, c'était d'abord un chef de guerre qui s'est engagé avec l'idée de promouvoir la révolution anti-impérialiste de l'imam Khomeini. Donc il s'est fait connaître pendant la guerre de 2006 au Liban, évidemment aux côtés du Hezbollah. Mais à l'époque, le Hezbollah était intellectuellement très lié à l'Iran, mais sur le plan militaire, le Hezbollah était beaucoup plus lié à la Syrie. C'est par la suite que, avec le retrait syrien du Liban, que le Hezbollah s'est tourné vers l'Iran. Et aujourd'hui, il s'en détourne, contrairement à ce qu'on raconte ici. Après la guerre de 2006, Soleimani s'est présenté sur tous les théâtres d'opération, sauf en Libye. Là, les Iraniens ne l'ont pas envoyé. Mais son idée, c'était de libérer cette région de la mainmise que les Occidentaux y exercent. Il se trouve que Soleimani était un homme très religieux. Il allait souvent faire des pèlerinages, secrètement, mais beaucoup de pèlerins vous disent « Ah, je l'ai vu à tel endroit ». Donc c'était vraiment fréquent chez lui. Et chaque fois, il faisait ses pèlerinages le plus discrètement et le plus humblement possible. Donc souvent même il participait au service d'entretien des lieux de pèlerinage. Mais le problème, il faisait ça avec ses gardes du corps, donc c'était pas si discret que ça. Progressivement, il est devenu un homme hors pair dans sa discipline militaire. Et donc, quand il y a eu la guerre en Syrie, il a réussi un certain nombre d'exploits, et lorsqu'il arrivait quelque part, c'est clair que le sort des armes se renversait toujours. Donc il est venu au secours d'abord de tous les Syriens face aux djihadistes en général et à Daesh par la suite, mais cette fonction a été stoppée par le gouvernement de Téhéran qui a pris une autre option politique. Il ne s'agissait plus de poursuivre la révolution anti-impérialiste de l'imam Khomeini, mais il s'agissait de restaurer la puissance iranienne dans la région. Et d'ailleurs, le président Rouhani, pendant sa campagne électorale présidentielle, a clairement dit qu'il ne donnerait plus d'argent pour le Hezbollah s'il était élu, et que son programme à lui était de recréer une fédération chiite dans toute cette région qui aurait compris le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran bien sûr, et l'Azerbaïdjan. Parce que vous savez, l'Azerbaïdjan est un État chiite, même si c'est une population turcophone. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un split, deux voix qui ont commencé à s'écarter. Et Soleimani, qui par exemple s'était engagé dans la bataille d'Alep, il a fait un très célèbre discours, il est monté devant la population à Alep et il a dit « je vais vous défendre face aux djihadistes », tout ça. Et nous allons vaincre. Et effectivement, il y a eu une victoire. Un peu plus tard, mais il y a eu une victoire. Donc, il a reçu l'ordre de ne plus se battre pour la Syrie en général, même chose sur les autres théâtres d'opération, mais uniquement pour la population chiite qui résidait là-bas. Puisque l'idée du président Rouhani, c'est de créer une fédération chiite, dans le sens où l'empire safavide, l'empire chiite, avait été constitué
autour de la religion chiite. Les empereurs safavides étaient au départ sunnites, ils ont changé leur religion, ils ont changé la religion de tout leur pays, c'était là-bas comme c'était en Europe au même moment, la religion du roi était la religion des sujets, il n'y avait pas de liberté religieuse à ce moment-là. Donc, cette fédération chiite, si l'on suit cette logique, suppose que tous ces États deviennent chiites, y compris le Liban, la Syrie où il y a très peu de chiites, il y a 5% de chiites en Syrie, il y en a par contre beaucoup plus, presque la moitié en Irak, mais tous ces pays-là doivent devenir chiites. Et Soleimani s'est retrouvé par exemple à défendre des villages chiites qui étaient encerclés par les djihadistes, mais plus son programme initial. Alors, quand le président Trump l'a fait assassiner, il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose contre Soleimani. C'est quelque chose qu'il a fait pour montrer qu'il reprenait cette région en main. Donc il a d'abord commencé par faire assassiner le calife de Daesh. Puis juste après, il a fait assassiner Soleimani. C'est-à-dire, les États-Unis sont capables de tuer le symbole militaire sunnite et le symbole militaire chiite. Donc ils sont au-dessus de tout ça. C'est aussi pour Trump un moyen de mettre fin à la rivalité chiite-sunnite. Vous savez, cette rivalité avait été pensée par Brzezinski, à l'époque de Jimmy Carter, et elle a toujours été soutenue par les présidents des États-Unis jusqu'à Barack Obama, qui a fait un accord avec certains politiciens iraniens et pas d'autres, avec une faction iranienne qui voulait renforcer cette opposition chiite-sunnite. Et évidemment, cette pensée est aussi celle du président Rouhani, puisqu'il veut créer une grande fédération chiite dont le chef naturel serait le sage qui a été placé au sommet de l'Iran, le guide de la révolution. Donc, ça aussi, il faut comprendre, la fonction de guide de la révolution n'est pas une fonction musulmane. L'ayatollah Khomeini était un spécialiste de Platon. Et il avait lu La République, et il avait pensé, lui aussi, que le pays, pour être bien gouverné, devait être placé sous l'autorité ultime, non pas d'un élu, mais d'un sage. Bon, évidemment, il s'agissait de lui à cette époque-là, mais ça s'est reproduit par la suite avec son successeur actuel, peut-être un autre après. Donc, cette fonction n'est acceptée qu'en Iran, de par la personnalité de Khomeini. Elle n'est pas acceptée dans les autres pays que le président Rouhani veut placer dans cette fédération. Donc c'est un sujet de litige extrêmement fort, extrêmement fort. Lorsque les États-Unis ont décidé d'assassiner le calife et vraiment le symbole militaire du chiisme, ils ont marqué une nouvelle rupture au Proche-Orient. Et vous pouvez voir que beaucoup de choses se réorganisent depuis, en dehors de cette opposition sunnite-chiite dans laquelle on a vécu pendant 30 ans, mais qui n'existait pas auparavant. Il y a toujours eu des problèmes de famille au sein de l'islam, bien sûr, mais ça n'avait pas cette férocité que ça a connue à un moment donné.
Non, je ne l'ai jamais rencontré, non, non, jamais. Et c'était un homme tout à fait public, hein, il ne se cachait pas du tout, il venait souvent à Damas, euh, voilà, franchement, il n'y avait pas de difficulté pour le rencontrer si on souhaitait le rencontrer, hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, Certainement, il a joué un rôle dans la mise en œuvre de ce principe. Euh, Par exemple, lorsque le président Bachar el-Assad a décidé de créer une milice populaire pour défendre chaque quartier, il a pris exemple sur le Hezbollah et sur les Bassidji en Iran. Vous savez, le Hezbollah et les Bassidji ont le même drapeau, hein, c'est la même démarche intellectuelle. Mais il a fallu former cette population pour ça. Bon, les Syriens, les hommes savent tous manier des armes, c'est enseigné à l'école, puisque ce pays est en guerre depuis... La création de l'État d'Israël? Oui, depuis la création de l'État d'Israël, en fait, ouais. Donc, et une partie de ce pays est occupée par l'ennemi, donc le plateau du Golan, occupé par l'État d'Israël, en plus des occupations récentes de la Turquie et des États-Unis. Donc, quand il a fallu former ces jeunes gens, beaucoup ont été envoyés suivre des cours en Iran. Et je me souviens une fois d'être rentré d'Iran à Damas en prenant un avion. Il y avait plus de lignes normales, c'était uniquement des avions réservés. Et je me suis trouvé dans un avion qui était entièrement réservé pour transporter des hommes de Syrie vers l'Iran pour y recevoir une formation militaire et retour en Syrie. Donc là, moi j'étais très surpris parce que bon, c'était que des hommes, ils étaient vraiment épuisés, hein. Ça avait dû être une formation vraiment, vraiment très intense. Euh, il n'y avait pas que des chiites, la majorité n'était pas chiite. Donc ça marque une pensée précise. C'était aider les gens à se défendre face à l'ennemi. Ça n'était pas étendre le rayonnement de l'Iran. Donc il faut voir que pour l'Iran, c'était aussi un effort considérable. C'est l'Iran qui a pris tout ça en charge. Contrairement à ce qu'on dit, d'ailleurs, l'Iran n'a pas donné beaucoup d'argent à la Syrie, c'était des prêts, mais ce n'était pas des dons. Mais l'Iran a formé de très nombreux soldats, enfin, de très nombreux miliciens. Non, non, je ne sais pas. En fait, j'en ai pas discuté avec les diplomates russes de ça. Ah non, mais les Turcs, voilà, ça c'est les ennemis absolus. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Soleimani, en tant qu'ennemi des Turcs et en tant que le principal militaire dans le monde qui ait combattu Daesh, il s'en prenait on va dire, la mouvance des frères musulmans. Alors que une partie des autorités iraniennes aujourd'hui est proche des frères musulmans. Oui, alors il y a effectivement il y a deux bateaux
israéliens qui ont été mis hors d'état. Ils ont tout de suite dû retourner à leur port d'attache. À cette époque-là, le général Soleimani a utilisé des armes chinoises dont personne n'a parlé, mais c'est avec ces armes chinoises qu'il a mis ses bateaux hors d'état de nuire. Je dis ça parce que ça pose la question de savoir s'il y avait des conseillers militaires chinois ou pas. Je n'ai pas la réponse, mais c'est probable quand même. C'est une technique du général Soleimani. Mais pendant la guerre du Liban, il y a très peu d'hommes qui ont participé à cette opération contre les chars Merkava. C'était des équipes de 3 personnes avec comment ça s'appelle là, des RPG, et ils avaient identifié l'endroit qu'il fallait toucher des Merkava pour les détruire. Parce que vous savez, bon, ce sont des chars qui sont non seulement protégés, mais qui ont à la fois un blindage et une protection alentour. Mais en fait, ce sont des chars qui n'ont pas été développés avec l'idée de faire la guerre. Ce sont des chars qui ont été développés pour maintenir l'ordre en Palestine occupée. Donc voilà, par exemple, ils avaient ils pouvaient jeter un nuage autour d'eux et obscurcir tout. Donc c'est très bien quand on est face à des Palestiniens qui n'ont pas d'armes. Mais le Hezbollah a vraiment agi d'une autre manière. Et j'insiste sur le fait que les soldats du Hezbollah qui participaient à ces opérations étaient des hommes d'environ 40 ans. Ça n'était pas des jeunes gens. Moi, ça m'a beaucoup frappé là-bas. Oui. On s'imagine toujours, nous, que quand on a 25 ans, c'est déjà trop tard pour faire la guerre. Mais ça n'est pas vrai. Non, c'était pas des professionnels. C'était des gens qui sortaient de chez eux, qui formaient des équipes de 3 personnes, avec qui on avait expliqué comment faire, et qui allaient s'enterrer dans les zones de combat. Et à 3, ils arrivaient à prendre ces chars par surprise. Il y a eu peu de morts du côté libanais. Il y en a eu beaucoup plus du côté israélien, même si l'État d'Israël a dénié tout ça. On dit que c'est pas vrai, mais après ça remet en question l'usage des tanks sur le champ de bataille. C'est absolument clair que ça ne se passera pas comme dans la Seconde Guerre mondiale. S'il y en a une troisième, les chars ne peuvent pas jouer ce rôle. Ils ne peuvent plus. D'ailleurs, on a conçu tellement d'armes contre les chars que je pense que, quoi qu'on en dise, cette arme est totalement dépassée. C'est les chevaliers en armure qui continuent à se battre au XVe siècle. C'est ridicule. Je dirais aussi qu'après cette expérience sur le champ de bataille au Liban, toutes les académies militaires se sont demandé est-ce qu'on continue à faire des chars. Je sais que en Australie, ils ont abandonné l'idée de faire des grandes batailles de chars. Je ne sais pas quels autres pays ont suivi cet exemple, mais de toute manière, ceux qui ne suivent pas cet exemple se heurteront à la réalité qu'on a trouvée à ce moment-là. Ça, on ne peut pas continuer d'utiliser des chars sur de grands champs de bataille. Ça, c'est absolument sûr. Forcément, parce que d'abord, la Syrie de 2011
à 2014, n'avait que des armes vieilles, puisque la Syrie était sous embargo d'armement depuis déjà de très nombreuses années. Donc leur armement ne valait rien du tout. Les djihadistes avaient un armement bien supérieur à celui de l'armée syrienne. À partir de l'arrivée de l'armée russe, bon, ils ont eu toutes les armes qu'ils voulaient. Mais il y a vraiment un avant et un après de l'arrivée de l'armée russe, ça c'est sûr. Donc dans la première période, il a fallu bricoler des armes avec ce qu'on avait. On parle toujours du fait que l'armée syrienne a utilisé des barils d'explosifs au début de la guerre. Bon. Alors déjà, après 2014, ça n'a aucun sens, donc il y avait des armes bien plus efficaces à leur disposition. Mais dans les 3 premières années, ils ont certainement utilisé des armes artisanales comme celle-là, parce qu'ils n'avaient pas de bombes, c'est tout. Ah, moi j'en sais rien. Ah, je sais qu'il était au Yémen, oui, ça je suis sûr, mais non, je ne connais pas son action sur ces terrains-là. Par contre, vraiment, ce que j'ai vu, c'est le changement des ordres qu'il a reçus en Syrie. Ça, au début, il défend tout le pays et après, il ne défend que les chiites. Enfin, c'est les ordres qu'il avait. Hein. Quand il était sur un théâtre d'opération, il défendait évidemment tout le monde, mais plutôt les zones chiites, il défendait. Il était en train de poursuivre la coordination de tous les hommes qui lui obéissaient. Donc l'Iran a utilisé les populations chiites dans toute la région pour se défendre mutuellement et évidemment pour défendre l'Iran aussi. Lui coordonnait ce dispositif. Bien sûr que si. Son projet, c'était la révolution anti-impérialiste de Khomeini. Ça n'était pas uniquement la défense de l'Iran. En cela, il était le rival politique du président Rouhani. Et d'ailleurs, il faut voir, quand Soleimani est mort, ça a été des manifestations gigantesques dans tout l'Iran, mais je dirais dans pratiquement tout le Moyen-Orient. C'est l'homme qui résistait à Daesh quand même partout, sur tous les champs de bataille il était. Personne n'a fait ça. Il était le seul. Et pour les gens qui se trouvaient dans des villes assiégées, c'était un rêve que de voir Soleimani venir chez eux. Donc, bon. Moi je voudrais parler d'un autre point que vous publierez ou pas. Cette différence de pensée entre ce que représentait Soleimani et le discours du président Rouhani faisait que lorsque Soleimani est mort, cela a handicapé l'Iran au plan militaire, mais cela a favorisé politiquement le président Rouhani. D'ailleurs, il est possible que
je ne veux pas dire que c'est des problèmes entre des hommes. Et personne ne doute que le guide de la Révolution aimait profondément Soleimani. Mais il est possible que le guide de la Révolution était politiquement plus du côté de Rouhani que du côté de la fougue de Soleimani. Voilà. Même si les gardiens de la Révolution dépendent directement du guide. Voilà. Donc, lorsque le général Soleimani est mort, on a longuement expliqué, il est mort avec aussi un très haut responsable militaire d'une milice irakienne. Quand il est mort, on a expliqué que cet attentat avait été certes réalisé par les États-Unis, mais à partir de tout un système d'information qui avait été mis en place par le chef des services secrets irakiens. Et la presse iranienne n'a pas cessé d'insulter ce personnage. Cependant, quelques semaines plus tard, il est devenu le Premier ministre irakien. Et le président Rouhani a salué chaleureusement cette nomination. Donc, au-delà de l'amitié qu'il peut y avoir entre chacun, il faut bien saisir cette opposition idéologique entre les uns et les autres. Sans ça, on ne peut pas comprendre du tout ce qui se passe en Iran en particulier, mais au Moyen-Orient en général. C'est une erreur de dire que l'Iran est l'ennemi numéro un de cette région. C'est totalement absurde. Vous savez, il y a des liens très étroits, par exemple, entre l'Iran et Israël. L'économie israélienne tourne autour d'un pipeline entre le pipeline d'Haïfa. Et ce pipeline, sur le territoire israélien, appartient pour moitié à l'Iran. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est deux pays qui se détestent, ça ne tient pas debout. Non, ça ne s'applique pas au pipeline, et il y a même en Israël une loi qui a été reconduite il y a quelques années, qui interdit d'évoquer la propriété de ce pipeline sous peine de 15 ans d'emprisonnement. Non, mais... j'ai bien d'autres raisons de ne pas aller en Israël. Vous savez, le Moyen-Orient, on a toujours l'impression, quand on arrive, que l'on comprend. Et vous revenez 2 ans après, et tout a changé. Vous vous rendez compte que tout ce que vous avez compris, ça ne tient pas. Parce que la manière dont on fait de la politique dans cette région, ça n'est pas du tout comme en Occident, pas du tout. Il y a des gens qui agissent selon leur intérêt tribal. Il y a encore beaucoup de tribus au Moyen-Orient, y compris, les principales tribus, c'est au Yémen, en Irak, en Libye, mais il y a, dans chaque pays, il y a des tribus. Donc si vous êtes dans une tribu, votre vision de la politique, c'est la même vision que tous les autres membres de votre tribu. Bon, après, vous avez des gens qui vont avoir une vision confessionnelle de la politique. Et d'autres qui vont avoir une vision nationale
Donc ça, c'est trois manières de réagir qui sont évidemment difficilement compatibles entre elles. Et ça remue constamment les alliances. Aucune alliance ne dure dans ce pays. Franchement, l'histoire de la corruption, ça vient par-dessus. Et je ne vois pas trop que les Occidentaux aient des leçons à donner en matière de corruption. Vous savez, c'est... Franchement, je trouve même que c'est ridicule. Et d'autant plus que les vues d'Occident, on confond deux sortes de corruption. Vous savez, dans l'ancien empire ottoman, les fonctionnaires étaient très peu payés. Et il était normal, quand on allait dans une administration, de payer le fonctionnaire pour ce qu'il faisait pour vous. Ça n'était pas de la corruption. C'était la manière dont ça fonctionnait, parce que sans ça, il n'avait pas de quoi manger suffisamment pour sa famille. Bon. Mais si vous comparez ça avec, par exemple, les quelques milliardaires qui tiennent le Liban, là, ce sont des gens qui ont volé l'argent des autres pour s'enrichir. Vous ne pouvez pas comparer ces deux situations, c'est ridicule. Donc quand on dit que la corruption est très importante au Moyen-Orient, c'est vrai dans certains pays, c'est pas vrai dans d'autres. Alors qu'en Europe, je pense que c'est partout pareil. Non, d'abord, bon, les convois de Toyota, ils viennent tous de... Vous savez, il n'y a qu'une seule usine dans le monde qui fabrique ce modèle-là, parce que c'est un modèle qui est prévu pour résister au désert. La seule usine est en Jordanie. Donc tout ça a été commandé en même temps et fourni à Daesh. Ça n'a rien à voir avec la population irakienne, ça. C'est les sponsors extérieurs, étrangers de Daesh qui ont payé ça. Mais les gens qui ont rejoint Daesh en Irak, fondamentalement, c'est la population sunnite qui avait été mise hors de la vie publique par les États-Unis au moment de la chute de Saddam Hussein. Vous savez, il y a eu ce qu'on appelait la débaatisation, et donc il se trouve que le parti Baath était surtout un parti sunnite, et que en fait, pratiquement tout était tenu politiquement et militairement par les sunnites. Donc ces gens-là que l'on a traités comme des vauriens ont pris leur revanche à ce moment-là. Le Soleimani, évidemment, quand il a soutenu le gouvernement irakien contre Daesh, c'est principalement appuyé sur des milices chiites, et d'où l'assassinat avec lui d'un milicien sunnite, d'un milicien chiite, pardon, irakien, oui. Donc ça, les actions de Soleimani, c'était surtout des actions d'état-major. C'est un homme qui dirigeait les autres, c'était un commandant. Donc vous trouverez certainement des exploits qu'il a réalisés lui-même, mais c'était un homme qui pensait comment utiliser ses forces face à des ennemis de nature très différente. Vous voyez, l'armée des États-Unis n'a toujours pas réussi à s'adapter pour faire face à des groupes non conventionnels, que ce soit le Hezbollah ou que ce soit les djihadistes. Quand ils se battent, ça marche pas. Bon. Soleimani savait faire face à des ennemis
comme cela, mais comme d'autres. C'est pas le gouvernement qui l'a demandé, c'est le Parlement. Et le Parlement a voté ça alors que tous les Kurdes et les sunnites avaient quitté la salle. C'est les distinctions que l'on fait en Europe entre la décision du gouvernement, on parle de tel ministre, de tel autre, ça ne correspond pas à la réalité du pouvoir dans ces pays-là. Il n'a toujours pas eu lieu. Il a été partiel. Mais vous savez, ça c'est un autre problème. En fait, le président Trump voulait retirer tous ses soldats de cette région. Il l'a fait 3 fois, je crois. Et chaque fois, le Pentagone a dit « Ah, stop, stop, on a besoin d'hommes à cet endroit-là pour ceci, pour cela. » Et il a dit « Bon, ok, vous en maintenez quelques-uns et tout. » Manifestement, un jour, il était tellement énervé par cette manière de faire du Pentagone qu'il a dit on reste en Syrie et en Irak pour le pétrole. C'est une manière de dire on est là sans autorisation, on est une puissance occupante, on doit partir. Donc il faut bien comprendre, parce qu'ici il y a des gens qui disent que Trump assume d'être là-bas pour voler le pétrole. Pas du tout, oui. Il dit c'est une stupidité, moi je veux partir et vous êtes là, et vous êtes là uniquement pour ça. Le pétrole qui est exploité par des milices soutenues par les États-Unis en Syrie, ce pétrole, l'argent est moitié versé à des dirigeants kurdes, moitié à la CIA. Et la CIA utilise cet argent pour payer des opérations secrètes partout dans le monde. Ça n'a plus de rapport avec cette région. C'est une boîte noire qu'ils utilisent pour payer leurs opérations ailleurs et ne pas avoir de compte à rendre au Congrès. Moi, je ne crois pas que ça ait créé une solidarité entre ces populations. Je vous rappelle que pendant la guerre entre l'Irak et l'Iran, les chiites irakiens avaient combattu les chiites iraniens. Mais par contre, je crois que l'exemple de Soleimani, pour qui il était possible de libérer cette région des puissances coloniales qui continuent à l'exploiter alors qu'officiellement on a décolonisé depuis longtemps, ça, cet exemple, beaucoup de gens se reconnaissent. C'est vraiment un homme extraordinaire pour toute la région, pas pour son pays, pour toute la région. Comme l'ayatollah Khomeini a été un exemple pour toute la région. On l'a oublié, parce que on reconstruit l'histoire après coup, mais si vous regardez les documents de l'époque de l'ayatollah Khomeini, il était un exemple pour tout le monde, pas uniquement pour les chiites. Alors, le problème, si je vous réponds, je ne vais pas être compris. Parce que le sionisme, on comprend des choses très différentes, et l'Amérique, on comprend des choses très différentes. Lui, il s'est battu pour que chacun puisse vivre sans être opprimé. Voilà, ça c'est clair. Alors, il s'est aussi battu pour le droit d'exercer sa religion. Et pas uniquement le droit pour les chiites d'exercer leur religion, mais pour chacun d'exercer sa religion. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez répondre vous-même à la question avec vos mots.
Non, ils ont un sens précis, mais tout le monde les utilise souvent à contresens sans en avoir conscience. Moi, je n'ai pas connaissance de tractation entre Soleimani et des Israéliens. Mais il avait des discussions avec des États-Unis, hein, oui. Ah bah, forcément, il avait des gens qui le soutenaient aux États-Unis, comme d'autres le détestaient. Il y avait les deux. Mais parce que les États-Unis, aujourd'hui, c'est un État complètement divisé. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Ah ça, j'en ai jamais entendu parler. Pour le moment, les djihadistes perdent de leur influence. Et la Turquie déplace le réservoir que l'on avait créé dans le gouvernorat d'Idlib. Il déplace les meilleurs combattants, des Turkmènes. Hein. Il les déplace vers la Libye et vers l'Azerbaïdjan. D'accord. Mais il reste encore beaucoup de gens à cet endroit-là. En fait, on a regroupé là-bas toutes sortes de gens qui sont devenus des chiens enragés et dont personne ne sait quoi faire. Militairement, tout le monde a en tête une solution où voilà, on bombarde et on tue tous ces gens. Mais personne ne va se lancer dans un crime pareil. Bon. Et il est pourtant évident qu'il est impossible de réintroduire dans la société une masse de gens comme ça. Peut-être individuellement, il y a beaucoup de gens qu'on peut sauver. Mais il faut savoir comment ces gens pensent maintenant. Et le goût du sang qu'ils ont dans la bouche, vous n'êtes pas à mettre tous ces gens-là en prison non plus. Le fait est qu'il n'y a pas de solution. Vraiment, je ne peux pas dire. Seuls les gens qui les nourrissent savent combien ils sont. Peut-être il y a 200 000 personnes, là peut-être qu'il n'y en a que 20 000, je ne sais pas. Ça fait beaucoup. Mais c'est beaucoup. Vous savez, et il y a des gens qui viennent de partout. Il y a une ville entièrement chinoise. Là-bas. Bon. Je donne ça comme exemple, mais vous n'en avez pas entendu parler, mais la ville est entièrement chinoise. De Ouïghours. Des Ouïghours, oui. Oui, essentiellement, pas uniquement des Ouïghours, mais essentiellement, oui. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Parce que les Colombiens, on les a beaucoup utilisés pendant la guerre de l'OTAN contre la Libye. Les troupes qataries, en fait, c'était des Colombiens. C'est pour ça qu'ils avaient tous le visage masqué. Une armée où ils défilent tous le visage masqué. Bon, ils avaient une peau pas très arabe. Bon. Donc ces gens-là, et après il faut les recycler, hein, quand vous les avez employés sur un champ de bataille, est-ce que vous les renvoyez chez eux ou est-ce que vous les utilisez encore? Voilà. Oui, on pourrait les renvoyer à la maison aussi. Hein. Bon, enfin, personne ne s'amuse à ça. Vous savez, c'est un problème. Dans toutes les guerres, quand on a utilisé des mercenaires, comment les démobiliser? L'Europe a vécu ça au XVIe siècle. Hein. Après, ces armées se maintenaient sans État pour les soutenir. En fait, tous les problèmes que vous voyez aujourd'hui au Moyen-Orient, ils sont déjà dans l'histoire de l'Europe. Mais on les a oubliés, heureusement d'ailleurs.
Ça reprendra là où on a décidé que ça reprendrait. Tout ça coûte extrêmement cher. Tout ça n'existe que parce qu'on le paye. Tout ça n'existe que parce qu'on leur donne des armes. Vous savez, des armées de mercenaires qui surgissent en disant voilà, Allah m'a dit et Allah m'a donné un tank, c'est quand même curieux. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est l'OTAN. Ça l'a été, ça c'est absolument sûr. Aujourd'hui, c'est des sociétés privées qui payent pour ça. Donc des grands fonds de pension qui payent pour ça. Clairement, Daesh, aujourd'hui, au moment où nous parlons, est par exemple toujours soutenu par KKR, un très gros fonds qui est installé aux États-Unis, qui a une activité politique débordante mais qu'on ne voit pas. C'est par exemple KKR qui a été le principal financier de la campagne de M. Macron. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte ici, mais vous devriez regarder les choses plus en détail. Et KKR coordonne toutes ces opérations militaires avec le général Petraeus, l'ancien directeur de la CIA, qui maintenant travaille pour eux directement. Donc, je disais tout à l'heure, il y a plusieurs Amériques. Oui, il y a plusieurs Amériques. Il y a une Amérique privée, il y a deux camps politiques qui se tapent dessus d'une manière terrible. Voilà. Qui prend telle ou telle décision, c'est très difficile à discerner. J'essaye de comprendre et j'essaye d'aider les gens qui sont opprimés par ce système. Alors, je suis devenu journaliste pour pouvoir toucher des populations importantes. Je suis écrivain pour pouvoir vivre, parce qu'il faut que j'ai de vivre. Je n'ai jamais touché d'argent de mes fonctions politiques. Et voilà, j'essaye de rendre service, c'est tout. Hein. Bon, d'abord, la crise du Covid. Ce n'est pas parce que tous les pays que vous connaissez agissent de la même manière qu'ils agissent raisonnablement. On peut se tromper tous ensemble. Donc, pratiquement tous les États dans le monde ont testé à un moment donné une idée de confinement. Ceux qui conservent cette idée de confinement sont généralement des États qui ont peur de leur population. Donc déjà, vous pouvez voir au Moyen-Orient, on va décider par exemple le confinement au Liban, parce que sans ça, ça va être un désordre, tout le monde va s'assassiner dans la rue, mais on va pas il n'y a pas de confinement en Syrie, de l'autre côté de la frontière. Il n'y a jamais eu de confinement en Syrie. Il y a eu un couvre-feu pendant 1 semaine. Voilà. C'est un pays en guerre. Donc, si vous voulez. Ils ont d'autres soucis. Donc, voilà. Alors, en général, au Moyen-Orient, le système de santé est beaucoup moins performant qu'en Occident. Je dis en général, hein, parce que dans les pays du Golfe, c'est merveilleux ce qu'ils ont. Hein. Mais, donc, les gens qui ont une forme aiguë de cette maladie vont mourir tout de suite puisqu'ils ne seront pas soignés. Mais en fait, il n'en meurt pas plus là qu'ailleurs. C'est pareil. Parce qu'en fait, quoi que vous fassiez contre cette maladie, en fait, c'est pareil.
quoi que vous fassiez. Moi, je pense qu'il faut se poser la question différemment. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, jusqu'à présent, dans notre pays, personne ne l'a fait? Il y a eu une action devant le Conseil d'État tout à fait au début, et on a dit que les atteintes aux libertés étaient proportionnelles à la menace. Bon, d'accord, tout à fait au début, il y avait une menace qui n'était pas identifiable, ok. Il y avait énormément de morts, d'accord, donc voilà, on a conclu ça. D'accord, enfin aujourd'hui, le taux de mortalité de cette maladie a baissé de 97%. Donc le raisonnement qui était tenu par les magistrats à ce moment-là ne tiendrait pas aujourd'hui, normalement. Ça n'empêche pas de faire des actions en justice. Oui. Ça n'empêche pas de constater que au moins la première fois qu'on a pris cette décision de confinement, c'est sur des informations totalement fausses qui ont été largement démenties. Et aujourd'hui, la situation a complètement changé et il n'y a rien qui rappelle ce que l'on croyait au départ. Donc pourquoi est-ce qu'on réagit de la même manière? C'est incompréhensible, ça. On ne tient pas compte de ce qu'on a vécu. Une manifestation, c'est autre chose. C'est bien, les manifestations ne sont autorisées que quand elles sont voulues par le gouvernement, comme on l'a vu là avec l'assassinat de Samuel Paty. Bon. Le reste du temps, il ne faut pas être plus de 6. Mais là, c'est l'État qui l'organise, il faut être des milliers. Bon. Non. Laissons de côté les manifestations. Prenons nos responsabilités devant les tribunaux. Enfin, il y a toutes sortes d'organismes qui peuvent faire ça, mais qui ne le font pas. C'est-à-dire, nous considérons que le fantasme de notre santé passe avant notre liberté. Avant, on était prêt à mourir pour sa liberté, mais maintenant, non. D'abord, il y a beaucoup de Français qui sont musulmans, mais je pense pas du tout que ce soit le problème. Le problème, c'est que nous sommes légitimistes. Hein, nous donnons a priori raison à l'autorité. Ok. Mais bon, ça fait des mois que ça dure et tout le monde voit qu'on s'est trompé. Donc, pourquoi on continue dans l'erreur? Oui, la population a peur de la liberté. Oui. J'ai entendu des gens dire que quand on avait déconfiné, ils n'osaient pas sortir de chez eux. Bon. C'est-à-dire que tout le monde est redevenu comme un petit enfant qui se protège. Oui. Je ne l'avais pas envisagé comme ça, mais c'est assez... Ça a l'air de fonctionner. Ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Alors ça va se déplacer, mais pas encore. Certainement, dans une dizaine d'années, tout le monde va se battre là-bas. J'ai l'impression que ça commence. Oui. L'OTAN se prépare à intégrer l'Australie d'abord, puis le Japon, et éventuellement l'Inde. Donc ça deviendra une puissance mondiale. Bon. Mais pour le moment, tout se cristallise autour de la Turquie. En fait, les États-Unis ont besoin militairement de l'armée turque, qui est une armée très très forte. Vous savez, c'est l'armée turque qui avait sauvé les États-Unis pendant la guerre de Corée. Hein. La plus grande bataille qui a retourné tout, c'est les Turcs qui l'ont livrée. Hein. Mais alors qu'ils ont besoin de l'armée turque, ils essayent de faire tomber le président Erdogan.
Ils ont essayé plusieurs fois de l'assassiner, dont en 2015, là, une tentative ratée à son hôtel qui s'est transformée en coup d'État improvisé, et c'était un désastre pour les gens qui avaient été embarqués là-dedans. Et donc ils continuent toujours à vouloir l'éliminer. Et je ne vois pas ce qui les ferait changer d'avis. C'est pour ça que, bon, moi j'aimais l'hypothèse, mais il faudra du temps pour y voir plus clair. Que ce qui se passe actuellement en Arstak ou dans le Haut-Karabakh, c'est une opération qui vise à détruire Erdogan. Peut-être à faire gagner la Turquie, mais à détruire Erdogan. Comme les États-Unis ont encouragé leur agent Saddam Hussein à envahir le Koweït, peut-être que là on a dit à Erdogan qu'il devait soutenir son allié turc, son allié azerbaïdjanais. C'est tout à fait possible, mais c'était pas nécessaire. Les États-Unis n'avaient pas besoin des Israéliens pour faire ça. Justement, c'est pour ça que le chef des services secrets irakiens a été mis directement en cause. Quand Soleimani a été assassiné, il venait de Damas. Au moment où il a pris son avion à Damas, il y avait plein de témoins. Et à son arrivée à Bagdad, là, il y avait aussi plein de témoins. Il ne se cachait pas du tout. Il ne se cachait pas du tout, pas du tout. Et je dirais, moi, que les États-Unis le protégeaient, en fait. Et tout d'un coup, se sont renversés contre lui. Moi, je le prends comme ça. Parce que c'était leur meilleur allié. Ils combattaient Daesh, lui, pour de vrai. Alors qu'aux États-Unis, vous avez des gens qui soutenaient Daesh, qui livraient en permanence des armes. Vous aviez un pont aérien depuis l'Azerbaïdjan vers 3 points différents, en Jordanie et en Irak, pour amener des armes à Daesh, depuis l'Azerbaïdjan. Donc, tout ça, c'était des armes payées par des gens aux États-Unis. Lesquelles, je ne sais pas. À un moment, ça a été le Pentagone, ça c'est clair. Mais là, ces derniers temps, je ne sais pas. Oui, beaucoup. Quand j'étais enfant, on parlait du pouvoir des multinationales. Mais de quoi s'agissait-il? Du fait que certaines sociétés allaient exploiter une ressource particulière dans un pays au fond du monde, et le gouvernement local fermait les yeux, et cette société faisait ce qu'elle voulait, pouvait se créer un mini-État en pleine forêt sans que personne n'en change rien. C'était un peu comme un film de James Bond, mais en plus grand, quoi. Voilà. Bon. Et là, maintenant, c'est autre chose. Ce sont des gens qui payent des armées, qui renversent des gouvernements, Non, on a changé vraiment d'époque. Et les gens ici continuent à raisonner comme par le passé. Ils ne voient pas du tout comment ça marche. C'est trop complexe, d'autant plus que l'on masque les éléments. Donc, si vous ne savez pas quels sont les acteurs, évidemment, vous n'allez rien comprendre, ça c'est sûr. Mais l'information de plus en plus pauvre, télévisuelle. Ah oui, de plus en plus pauvre. Infantilisante. Ouais. Oui, on ne peut pas comprendre, et il y a beaucoup de choses secrètes qui ont eu lieu il y a longtemps et que les historiens ont parfaitement décrypté, analysé. Il y a plein de livres sur le sujet. Mais le public ici reste avec l'idée qu'il y a 30 ans on racontait que, donc ça s'est passé comme ça. Pas du tout. Pas du tout, du tout. L'autre jour, j'ai vu une émission sur l'Iran. On parlait encore des otages iraniens à l'ambassade. Il n'y a jamais eu d'otages à cette ambassade. C'est des gens qu'on a arrêtés en flagrant délit d'espionnage. Jamais les États-Unis n'ont réclamé la moindre
la moindre réparation pour ça, parce qu'ils avaient entièrement tort, c'est eux qui avaient violé les traités. Bon, voilà. On racontait la guerre Iran-Irak, mais personne ne sait qu'il y avait un porte-avions français qu'on a amené là-bas et que sur le porte-avions, on a repeint les avions en les mettant aux couleurs irakiennes pour aller bombarder l'Iran. Personne ne sait ça. C'est incroyable. Donc, on raisonne toujours avec des données fausses, déjà. Et en plus, on ne veut pas regarder les nouveaux acteurs. Bon. Ça prouve que lui défendait une idée qui peut être défendue par tout le monde dans cette région. Redevenir libre. Sortir de ces puissances qui décident à votre place ce que vous allez manger à midi. Non, pas ça. Cet élan anti-impérialiste, quand il se manifeste, peut rallier à lui tout le monde. Il devrait rallier à lui tout le monde. Oui, c'est la force des révolutions. Et la révolution iranienne s'est empêtrée dans son histoire de chiisme, en fait. Mais ce qui a fait cette révolution, c'est toujours d'actualité. Je le disais tout à l'heure. Après avoir tué Soleimani, la logique voudrait que maintenant on s'en prenne à Hassan Nasrallah. Parce qu'à l'intérieur du Hezbollah, c'est la même chose. Hassan Nasrallah est le seul qui parle à tous. Son numéro 2, il pense qu'à être un mollah qui règne en tant que mollah. Donc ça, si on tue Hassan Nasrallah, le Hezbollah, c'est terminé. En tant qu'Hezbollah, ça sera autre chose. Et on a besoin du Hezbollah. Oui, mais quand on entend le président français expliquer qu'il discute avec le Hezbollah politique, mais que le Hezbollah militaire, ce sont des terroristes, voilà, ça c'est l'exemple de la pensée impérialiste. C'est l'exemple de la corruption en cours. Le pays qui a connu la résistance de Jean Moulin et qui qualifie de terroriste la résistance libanaise. Non, c'est vraiment insensé. On ne peut pas exploiter le Liban tant qu'il y a le Hezbollah, c'est clair. Donc quand Emmanuel Macron va au Liban, il discute avec les élus du Hezbollah au Parlement, mais il ne va surtout pas rencontrer Hassan Nasrallah, le secrétaire général. Oui, alors maintenant, depuis peu, mais maintenant il atteint même ce pays. C'est pour ça qu'on voit que les classes moyennes se rétrécissent. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut mesurer qu'il y a un début d'exploitation qui arrive.